En 1896, le physicien français Henri Becquerel étudie les propriétés de fluorescence de certains minéraux. Il expose donc ces minéraux à la lumière du soleil pendant la journée, et il vient ensuite les placer dans l'obscurité en face d'une plaque photographique, de manière à ce que la lumière qui est rendue ou émise par ces minéraux soit captée sur la plaque photosensible. Le 26 mars, il note dans son cahier d'expérience « Jour sans soleil ». Pourtant, quelques jours plus tard, lorsque le soleil revient, il se rend compte que ces plaques photographiques neuves ne sont plus vierges. Elles ont pourtant été bien rangées à l'abri de toute lumière, oui, mais elles se trouvaient dans le même tiroir que des minéraux riches en uranium. Tu l'auras peut-être compris, dans cette capsule, nous allons parler de radioactivité. La radioactivité est donc un phénomène qui a été découvert par hasard, puisque Henri Becquerel a pu se rendre compte de manière fortuite que l'uranium produit un rayonnement spontané. Ce phénomène va être appelé assez rapidement radioactivité. Radioactivité provient du mot latin radius qui veut dire le rayon. Et donc on a un matériau qui produit un rayonnement, des rayons de manière spontanée. Cette découverte va très vite susciter l'intérêt d'un couple connu de physiciens chimistes qui sont les Curie, Pierre et Marie Curie, qui vont se lancer dans l'étude des matériaux radioactifs et ils vont découvrir deux nouveaux éléments chimiques qui sont radioactifs. Le premier, c'est le radium. Le radium, alors tu as peut-être compris que radium, radioactivité étaient liés. En fait, le radium va être découvert par Marie Curie qui va se rendre compte qu'il est 1000 fois plus radioactif que l'uranium. On verra ce que radioactif signifie. Et le deuxième élément sera le polonium. Le polonium a été nommé en référence, en hommage à la Pologne, qui est la nation d'origine de Marie Curie. Alors, si on s'intéresse un tout petit peu à l'idée de rayonnement spontané, on peut se rendre compte que rayonnement spontané, ça veut dire que ce rayonnement n'est provoqué par rien du tout. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que ce rayonnement, en fait, ne subit aucune influence extérieure. Donc ça veut dire qu'on a fait des expériences et qu'on s'est rendu compte que ni le fait de chauffer le matériau, ni le fait d'avoir des réactions chimiques, de le soumettre à un champ électromagnétique, n'influençait l'intensité ou ne faisait varier ce rayonnement. Donc le rayonnement est spontané et, entre guillemets, pas influençable. Par la suite, on va comprendre que ces rayonnements proviennent en réalité du noyau des atomes et pas du nuage électronique qui l'entoure, parce que la chaleur, les réactions chimiques, les champs électromagnétiques interagissent plutôt avec le nuage électronique et pas avec le noyau qui compose les atomes. Alors, je vais déjà faire quelque chose ici, c'est que je vais mettre des guillemets au niveau des rayons, parce qu'on va se rendre compte que ces rayons sont de nature différente et qu'il n'est pas forcément question de rayonnement comme on peut le visualiser pour l'instant. Alors justement, intéressons-nous au type de rayonnement, et en fait je devrais dire à la nature des rayonnements. Que sont ces rayonnements exactement? Eh bien pour le comprendre, ce que les physiciens ont fait, c'est qu'ils ont soumis ces rayonnements à un champ magnétique. C'est une technique qui est souvent utilisée, ça nous permet d'apprendre des choses sur les rayonnements ou sur les particules qu'on étudie. Alors pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est une cavité en plomb parce que ça permet de justement bloquer les rayonnements. Et dans cette cavité, on va laisser un trou qui va permettre de canaliser, de focaliser les rayonnements dans une direction donnée. Et donc dans cette cavité, on va venir mettre un élément radioactif représenté ici en rouge. Alors il faut bien comprendre que la cavité, elle est fermée de tous les côtés, à part au niveau du trou. Mais si j'avais représenté le côté fermé, on ne verrait pas l'élément radioactif à l'intérieur. Mais donc dis-toi bien qu'en réalité, normalement, on ne verrait pas l'élément radioactif puisque j'aurais dû représenter la cloison fermée. Mais c'est pas très pédagogique pour visualiser ce qui se passe. Alors, comme je l'ai dit, on va venir appliquer à la sortie de cette cavité un champ électrique. On va utiliser un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et alors, rappelle-toi dans tes cours d'électromagnétisme de 5e que le champ magnétique, on peut le représenter par un champ de vecteurs. Et ces champs de vecteurs sont toujours orientés du nord vers le sud quand on a un aimant. Et donc c'est ce que tu vois ici avec les différentes flèches qui représentent ce champ magnétique. Alors, du coup, on va avoir notre rayonnement qui va passer au travers de ce champ magnétique et on va venir capter ce rayonnement au niveau de l'écran. Alors l'écran ici, c'est pas un écran de cinéma, mais c'est bien une plaque photosensible qui va venir capter des rayonnements.
maintenant qu'on a compris le dispositif, je vais le représenter, mais cette fois-ci vu du dessus. Donc il faut imaginer que je vais venir me positionner cette fois au-dessus de la cavité, donc au-dessus du pôle nord de l'aimant. Et donc je représente ici ma cavité vue du dessus, mon écran qui est vu du dessus, et je vais avoir mon rayonnement qui va toucher, qui va atteindre l'écran. Alors tu peux remarquer que là pour l'instant je n'ai pas représenté de champ magnétique, c'est fait exprès parce qu'il y a déjà une première observation réalisée ici. Et cette observation, c'est la suivante, c'est que quand il n'y a pas de champ magnétique, eh bien on observe un seul impact sur l'écran. Donc tu vois que j'ai ici un seul rayon. Par contre, lorsque je viens appliquer mon champ magnétique, donc tu vois ici les vecteurs qui représentent bien les flèches de mon champ magnétique. Donc il faut imaginer que j'ai ici l'arrière d'une flèche, donc ça veut dire que j'ai mon champ magnétique qui va vers le bas, qui rentre dans l'écran. Et bien lorsque j'applique ce champ magnétique, je vais avoir quelque chose de tout à fait étonnant et de tout à fait intéressant. C'est le fait que je vais avoir non pas un seul impact, mais 3 impacts. Alors ça c'est tout à fait remarquable parce que ça signifie que ce qu'on prenait finalement pour un rayonnement, en fait c'est pas un rayonnement, mais on a 3 types de rayonnements différents. Donc c'est évidemment assez intéressant. Alors on va donner un nom à ces 3 types de rayonnements. On va avoir le rayonnement alpha qui est celui du dessus, on en reparlera très très rapidement. On a le rayonnement gamma et on a le rayonnement bêta. Alors j'insiste bien, j'ai écrit ici en bleu les noms des lettres grecques qui sont utilisées. Donc on a bien alpha, gamma et bêta et pas de G et B. Voilà, c'est quand même important de connaître les bons noms. Alors, on peut donc voir que mon rayonnement finalement est coupé en 3, donc j'ai 3 types de rayonnements différents. Et le fait que ça se remarque grâce à l'application d'un champ électrique, ça va nous dire quelque chose d'intéressant. La première chose que ça nous dit, c'est que les rayons alpha et bêta sont des rayonnements qui sont électriquement chargés. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont électriquement chargés ? Eh bien, il faut te rappeler que lorsqu'on a une particule quelconque chargée électriquement qui circule dans un champ magnétique, eh bien cette particule va subir une force électromagnétique. Et s'il y a une force électromagnétique, ça veut dire que eh bien, cette particule va être déviée. Et donc le fait ici qu'on puisse observer que nos rayonnements, je les appelle encore comme ça pour l'instant, sont déviés par le champ magnétique, ça veut dire qu'ils possèdent une charge électrique. Une autre chose qu'on peut remarquer sur le schéma, j'ai essayé de le représenter, c'est le fait que le rayonnement alpha et bêta ne sont pas déviés de la même manière, ils ne sont pas déviés autant l'un que l'autre, et ça nous permet déjà de dire que il y en a un qui est plus léger que l'autre. Et ça c'est intéressant parce qu'il faut bien se rendre compte que si je dis qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre, ça suppose que ces rayonnements auraient une masse, et donc on dit rayonnement, mais on est en fait pas vraiment dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un rayon lumineux finalement. Donc il faut faire attention ici, l'idée de rayonnement est un peu, elle nous induit un petit peu en erreur parce qu'en fait on a ici 2 particules qui ont une charge électrique et qui possèdent une masse et des masses différentes puisqu'elles ne sont pas déviées avec la même intensité. La dernière chose qu'on peut remarquer ici, c'est le fait que le rayonnement gamma n'est pas dévié, ce qui signifie qu'il est électriquement neutre. Voilà, donc on apprend déjà ici pas mal de choses, rien qu'avec cette expérience et ce champ magnétique. Alors on va essayer de comprendre encore un peu mieux les choses, toujours avec la nature de ces fameux rayonnements, et pour ça je vais faire un petit rappel d'électromagnétisme. Alors ne pleure pas, je sais que quand on dit électromagnétisme, en général les élèves ont envie de partir en courant, mais je vais te faire un petit rappel qui va te permettre d'y voir clair et de te sentir à l'aise avec ça. Et donc je vais faire un petit rappel sur la force de Lorentz. Alors la force de Lorentz, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien elle nous dit que quand on a une particule chargée en mouvement, eh bien cette particule chargée, elle est déviée lorsqu'elle évolue dans un champ magnétique. C'est en fait ce que j'ai dit juste avant. Donc quand j'ai une particule qui possède une charge électrique, cette particule est en mouvement dans un champ magnétique, elle va subir une force, puisqu'elle est déviée, ça veut dire qu'il y a une force qui va la faire dévier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans quel sens, dans quelle direction va avoir lieu cette déviation. Je te présente pour ça la méthode que moi j'utilise, il y en a plusieurs qu'on t'a peut-être apprise en 5e. Moi, la méthode que j'utilise, c'est celle du FBI. Donc, je fais appel au FBI, qui est l'acronyme. Alors, dans cet acronyme, on va avoir
le F qui va être là pour force électromagnétique. Donc ça va nous indiquer la direction de la déviation, hein, donc ça nous indique la direction dans laquelle la force électromagnétique va agir sur la particule. On va avoir le B pour le champ magnétique, hein, le B est le symbole qu'on utilise en électromagnétisme pour représenter le champ magnétique. Alors à nouveau, le champ magnétique c'est un champ de vecteurs, hein, donc il faut imaginer que ça nous donne l'orientation, la direction des vecteurs champ magnétique. Et on va avoir le I. Le I, ça va nous donner la direction du courant électrique. Alors ici, tu es peut-être un peu perturbé par l'idée de courant électrique. Un I, c'est l'intensité du courant électrique. En fait, il faut se dire qu'une particule chargée, eh bien, c'est une charge qui évolue. Et une charge qui évolue, finalement, c'est un courant électrique. Donc ça nous indique la direction du mouvement de la charge, que je peux de nouveau représenter par un vecteur. Donc pour connaître la direction de la déviation, on va utiliser la règle du FBI et on va devoir considérer deux cas. Je vais considérer le cas où ma particule possède une charge positive et le cas où ma particule possède une charge négative. Dans le cas où j'ai une charge négative, on va faire appel à la règle de la main gauche, alors que si la particule a une charge positive, on fera appel à la règle de la main droite. Et l'idée c'est la suivante, on va avec notre main droite ou notre main gauche, selon le cas de figure, réaliser un repère orthonormé, un repère cartésien, avec 3 doigts. Alors je vais représenter ici la main droite, voilà, j'ai mon repère cartésien que tu peux voir ici, et moi la manière dont je procède pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire n'importe quoi, c'est que je vais toujours partir du majeur. Et donc, je vais dire que sur le majeur, je vais avoir la première lettre de FBI, donc c'est F. Et donc, tu vois que j'ai ici le vecteur qui va m'indiquer la direction de la force électromagnétique. Je vais ensuite passer au doigt suivant, en partant donc du majeur, et je vais me diriger vers l'extérieur. Donc ça veut dire que je vais ensuite passer à l'index, qui va me donner la direction du champ magnétique. Et puis je termine avec le doigt le plus à l'extérieur, donc c'est le pouce, qui va me donner la direction du courant électrique, donc la direction du mouvement de ma particule, en fait. Voilà. Alors je peux procéder de la même manière pour la main gauche, hein, donc on aura une situation un peu symétrique, avec à nouveau mes 3 vecteurs. Je vais un petit peu plus vite ici, le principe est le même. Et donc vraiment pour que tu ne te plantes pas, j'insiste bien. Moi, ma manière de me rappeler les choses, c'est de me dire que je démarre avec le doigt d'honneur. Voilà, c'est un petit peu vulgaire, mais donc je pars du doigt d'honneur pour mon F et je vais vers l'extérieur. Donc je prends ensuite le doigt suivant qui est l'index et puis je termine avec le pouce qui est le doigt le plus à l'extérieur de la main. Voilà. Et donc grâce à ça, j'arrive à avoir les 3 directions pour la force, le champ magnétique et le courant. Voilà, je sais que la force de Lorentz est souvent un peu difficile à comprendre pour les élèves, mais donc n'hésite pas à regarder une deuxième fois la vidéo si tu n'es pas encore à l'aise. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de faire en réalité avec tes mains ce que je te présente ici pour arriver à y voir le plus clair possible. Alors, maintenant que ce rappel est fait, on va essayer de continuer à voir à quoi correspondent, encore une fois, ces fameux rayonnements. Et je vais nous remettre ici très rapidement ce dont on a besoin pour arriver à une conclusion. Donc je nous remets ici notre main gauche et notre main droite pour la force de Lorentz, et je nous remets également l'expérience des rayonnements avec le champ magnétique. Alors pour bien clarifier les choses, je vais venir indiquer sur ce schéma la direction du vecteur I, hein, dans le FBI, je vais indiquer la direction de I, et donc c'est, rappelle-toi, la direction dans laquelle va le rayonnement chargé, dans laquelle va le courant électrique en principe, en tout cas la charge électrique. Je vais venir indiquer également la direction du champ magnétique. Alors ça, ce sont déjà les flèches qui sont indiquées ici, mais donc en vert, on a bien le champ magnétique. Et donc ça veut dire que ce champ magnétique, il va en fait de ton œil vers l'arrière de ton écran. Donc on a quelque chose qui est rentrant dans l'écran. C'est vraiment important de bien voir cette direction, donc qui va de ton œil à l'arrière de ton écran. Alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir essayer de tirer une conclusion pour ces différents rayonnements, et je vais commencer avec le rayonnement alpha. Alors on voit ici que le rayonnement alpha est dévié, hein, il est dévié, et donc je vais venir représenter la direction de la force qui a dû dévier ce rayonnement, hein, donc je vais représenter ici le vecteur F, c'est la force électromagnétique.
Alors maintenant qu'on a nos 3 vecteurs de la règle FBI, eh bien ce que je te propose de faire, et je dirais même ce que je t'oblige à faire, c'est de tester pour voir si c'est la règle de la main gauche qui s'applique ou la règle de la main droite. Et donc il va falloir que tu orientes ton majeur, ton pouce et ton index dans le sens des 3 vecteurs, en respectant bien le fait que tu dois avoir le majeur qui oriente la force F, l'index qui oriente le champ magnétique et le pouce qui oriente le courant électrique. Et donc tu vas venir mettre tes doigts dans la bonne direction et tu vas te rendre compte que ça ne fonctionne qu'avec une de tes 2 mains. Donc je te laisse tester, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si c'est la main gauche ou la main droite qui fonctionne. Très bien. Alors normalement, tu as mis sur pause, tu as fait le test et tu as dû te rendre compte qu'avec la main gauche, tout ce que tu arrives à faire, c'est te faire mal, te casser un doigt peut-être, ce qui n'est pas le but, puisqu'en fait, ici, la situation qu'on a représentée correspond à la règle de la main droite. Et ça nous dit quelque chose de très important pour le rayonnement alpha. Ça nous dit que ce rayonnement possède une charge positive puisqu'on a réussi à utiliser la main droite. Alors, je vais maintenant faire la même chose pour le rayonnement bêta, et donc je vais représenter ici le vecteur force qui a dû dévier ce rayonnement. Tu vois qu'il est orienté évidemment à l'opposé du vecteur force qui a dévié alpha. Et je vais à nouveau tester la main gauche, la main droite, mais il n'y a pas de surprise puisque pour le rayonnement alpha, on a utilisé la main droite, et bien pour le rayonnement bêta, on va utiliser la main gauche. Et tu as compris maintenant, ça nous dit que le rayonnement bêta possède une charge qui est négative. Alors comme on est un peu dans la conclusion de ces fameux rayonnements, je vais indiquer à nouveau que le rayonnement gamma, lui, est neutre puisqu'il n'est pas dévié. La dernière chose que je vais rajouter, c'est le fait que la masse du rayonnement alpha est plus importante que la masse du rayonnement bêta, puisqu'on peut se rendre compte que le rayonnement alpha est moins dévié, donc ça veut dire qu'il a une masse d'inertie plus importante et que donc il est plus difficile à dévier de sa trajectoire. Voilà. Alors justement, je parle ici de masse, ce qui est un petit peu perturbant pour un rayonnement, parce que quand on parle de rayonnement, on a envie de dire qu'il est question de rayon, donc on pense instinctivement à un rayon de lumière, et du coup l'idée de masse elle est un peu farfelue dans ce cadre-là. Eh bien en fait les physiciens ont mené des expériences qui vont leur montrer que le rayonnement alpha n'est pas un rayon de lumière ou quelque chose de ce type, mais c'est en réalité un noyau d'hélium. Donc un noyau d'hélium, ça veut dire qu'on n'a pas un atome d'hélium complet, mais on a un atome d'hélium auquel on a enlevé ses électrons. Et tu as bien compris ici que comme on lui a enlevé ses électrons, ça veut dire qu'il possède une charge positive, ce qui correspond bien à ce qu'on a pu constater jusqu'ici. De la même manière, le rayonnement bêta, on va se rendre compte que c'est en réalité tout simplement un électron qui possède une vitesse importante, donc un électron qui a beaucoup d'énergie cinétique, mais donc c'est juste un électron. Et l'idée ici est bonne, tout ce qu'on a dit ici c'est correct, puisque on peut se rendre compte qu'un noyau d'hélium a une masse bien plus importante que celle d'un électron. Donc il y a une logique dans ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, youpi. Alors la dernière chose à dire, c'est que le rayonnement gamma, quant à lui, c'est en réalité une onde électromagnétique, c'est un rayonnement électromagnétique, ou pour le dire autrement, c'est un photon, et ce photon possède beaucoup d'énergie, donc il a une très grande énergie, ce qui en fait un rayonnement assez dangereux. J'aimerais terminer en attirant ton attention sur le fait que quand on parle de rayonnement, on a l'idée donc d'avoir un rayon lumineux, comme je l'ai déjà dit, mais en réalité on a deux types de rayonnement assez différents, puisqu'on a d'une part des particules qui ont une masse et d'autre part des photons, donc on a des rayonnements de nature assez différente. J'espère que cette capsule t'a intéressé, que j'ai été assez clair. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.